tout le monde. Merci d'être venu par un beau matin printanier comme celui-ci. Ici, ça me fait plaisir. J'aimerais ça aussi souhaiter la bienvenue aux gens qui sont à l'extérieur. On a des gens qui sont à Rouyn-Noranda, dans le Témiscamingue, à Lassar, à Val-d'Or. Donc, qui sont aussi branchés avec nous aujourd'hui pour cette conférence-ci. Donc, bienvenue à tout le monde. J'aimerais remercier la Société Parkinson du Québec et puis AbbVie qui sponsorise en fait l'enregistrement de ces conférences-ci pour permettre aux autres chapitres qui sont ailleurs dans la province d'avoir accès à ces conférences-là. C'est une série de conférences en fait qui a été faite par la Société Parkinson du Québec sous le thème de marcher sous la pluie. Donc, une idée un peu de marcher à travers les différentes épreuves dans la maladie de Parkinson et savoir comment on peut aider. Je pense que la conférence du Dr Jaudoin ce matin va aller tout à fait dans cette direction-là, en vous donnant un peu ce qu'il y a de nouveau dans le Parkinson, alors comment on peut vous aider encore plus à marcher sous la pluie. Le Dr Jaudoin donc, est un de nos collègues à l'unité des troubles du mouvement. C'est un jeune neurologue, lui, qui a été formé à Montréal, à l'Université de Montréal, et qui a fait une surspécialisation en Parkinson à Paris pendant 2 ans, et qui nous est revenu maintenant depuis 6 ans. 6 ans déjà, donc le temps passe à grande vitesse. Alors, sans plus tarder, je vous le laisse à vous. Merci. Bien, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfait. Donc, merci de vous être présenté ce matin pour cette conférence que j'espère qu'il vous intéressera. Donc, on a différents sujets qu'on va aborder. Donc, mon nom est, comme Dr Penset disait, Nicolas Jaudoin. Je suis neurologue à l'unité des troubles du mouvement André Barbeau au CHUM. Et donc, le but de ma conférence, c'est de vous présenter les nouveautés dans la maladie de Parkinson en 2013. Donc, je vous présente les différents sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, on va aborder le lien entre le Parkinson, en fait, et l'exercice. Quelques mots sur l'effet de la caféine sur le Parkinson. On va également aborder la stimulation cérébrale profonde. Quelques mots sur la duodopa, qui est un nouveau traitement potentiel, ainsi que les thérapies futures dans le Parkinson. Donc, au sujet du Parkinson et de l'exercice, on sait en fait que depuis de nombreuses années que l'exercice est probablement bénéfique chez les patients qui sont atteints de la maladie de Parkinson, mais on n'avait pas de très bonnes données. Et on sait qu'avec le Parkinson, on a tendance à être plus sédentaire. Hein. La maladie fait que, comme nos mouvements sont plus difficiles, on a moins tendance à vouloir se lever, à marcher. Et par contre, on sait que l'exercice est probablement d'autant plus important quand on a une maladie du mouvement pour reprendre un peu le contrôle de nos mouvements, et 2, peut-être même pour améliorer l'évolution de la maladie. Et donc, en fait, au cours des dernières années, comme je disais, il y a plusieurs études qui ont montré plusieurs bénéfices potentiels de l'exercice. Et en fait, il y en a au moins 10 bénéfices potentiels à l'exercice chez les patients qui ont la maladie de Parkinson, pour tous les gens en général, mais plus spécifiquement pour les gens qui ont la maladie de Parkinson. Bon, on sait les bienfaits de l'exercice sur la prévention des maladies cardiovasculaires, qui est une cause très fréquente de maladies dans la population générale, qui peut également toucher les gens qui ont le Parkinson. La prévention de l'ostéoporose, qui est la perte osseuse liée à l'âge, mais qui est accentuée lorsqu'on bouge moins. Donc, le fait de bouger pourrait permettre de protéger les os. Et on sait qu'un des grands problèmes dans la maladie de Parkinson, qui peut, lorsqu'on chute, en fait, c'est se fracturer une hanche, qui peut être dramatique. Donc, le fait de faire de l'exercice régulièrement peut permettre d'améliorer la qualité des os et peut-être prévenir des fractures. Ensuite, il y a certaines données qui suggèrent également que l'exercice physique pourrait aider au maintien des fonctions cognitives. Donc, le fait
de faire travailler son corps. L'activité physique pourrait peut-être favoriser l'oxygénation du cerveau et donc favoriser au maintien des fonctions cognitives avec le vieillissement. Il y a aussi certaines données qui montrent que le fait de faire de l'exercice physique régulier pourrait permettre de prévenir certains troubles de l'humeur, comme la dépression. Il y a aussi des données qui suggèrent que ça peut améliorer la qualité du sommeil. On sait que, associé à la maladie de Parkinson, il y a souvent des troubles du sommeil. Donc, le fait d'avoir une activité régulière, pas nécessairement intense, mais une activité régulière pourrait permettre d'améliorer la qualité du sommeil. Ensuite, un autre problème qui est très fréquent dans la maladie de Parkinson, c'est la constipation. Et donc, un des 3 conseils de base qu'on donne aux patients pour traiter la constipation, c'est de bouger. De faire de l'exercice physique permet d'améliorer le contrôle de la constipation. Il y a aussi des bienfaits au niveau de la sensation de fatigue et également les douleurs que peuvent ressentir les gens qui ont le Parkinson. Donc, le fait de bouger améliorerait ces aspects-là. Donc, de façon plus globale, de maintenir une activité physique, de se maintenir en forme, en fait, pourrait également permettre donc d'améliorer l'autonomie fonctionnelle de façon plus générale. Il y a aussi peut-être certains aspects un peu plus nouveaux. Il y a certaines données qui montreraient que le fait de faire de l'exercice physique pourrait même améliorer l'efficacité des médicaments. Donc, comme s'il y avait un effet synergique entre le fait de bouger et le fait de prendre les médicaments. Et finalement, l'exercice physique de façon générale pourrait même peut-être en fait permettre d'améliorer le fonctionnement du système dopaminergique, le système qui est atteint dans la maladie de Parkinson. Donc, le fait de faire de l'exercice physique pourrait permettre d'optimiser le fonctionnement du système dopaminergique. Et il y a même des gens qui sont en train d'étudier, en fait, l'effet même de l'exercice physique en tout début de maladie, donc pour voir s'il n'y aurait pas une modification de l'évolution de la maladie chez des gens qui sont plus actifs par rapport à des gens qui ne prendraient qu'une médication, en fait. Et donc ça, c'est très prometteur, en fait. Et je pense que c'est un effet non négligeable. Donc, au-delà de l'effet potentiellement neuroprotecteur, on peut quand même considérer que le fait d'être plus en forme peut nous permettre de passer à travers les épreuves liées à la maladie et donc de mieux évoluer avec la maladie de Parkinson. Maintenant, donc, si vous avez bien compris la précédente diapo, donc si on pose la question qui peut bénéficier de l'exercice physique dans la maladie de Parkinson, bien en fait, c'est tout le monde. Et c'est les gens qui sont au tout début de la maladie, c'est les gens qui sont à des stades plus avancés de la maladie. Donc, c'est sûr que le type d'exercice ou les bénéfices escomptés avec l'exercice physique va évidemment varier selon notre état. Donc, à des stades plus précoces de la maladie, de façon générale, c'est de vaincre l'inertie, c'est-à-dire maintenir une activité physique régulière et donc même éventuellement entreprendre un programme d'exercice physique pour vraiment se maintenir plus en forme, d'autant plus qu'on a une maladie qui touche les mouvements. À des stades plus avancés, bien évidemment, il va falloir travailler sur l'équilibre, la posture pour prévenir les chutes. Donc, il y a vraiment un bienfait à tous les stades de la maladie. Et c'est ça. Puis, donc, mais à différents niveaux, si on veut, selon le stade de la maladie. Ensuite, comment on peut faire d'exercices physiques? Quels sont les exercices physiques qui sont bénéfiques dans la maladie de Parkinson? Bien, en fait, il y en a plusieurs. C'est différents types d'exercices qui peuvent être bénéfiques et chacun ont un peu leurs bienfaits. Donc, de façon générale, on peut travailler sur l'endurance, le cardio.
faire des exercices aussi de renforcement musculaire. Très important, les exercices d'assouplissement, d'étirement et également les exercices de posture et d'équilibre. Donc, à l'occasion, ça peut être bien aussi d'être encadré par un physiothérapeute qui permet de nous guider dans ce programme d'exercice-là et peut-être d'équilibrer les différentes portions des exercices. Mais donc, c'est ça, hein, comme exemple d'exercice d'endurance en la marche, le tapis roulant, le vélo, aussi ce qui a été montré efficace, c'est le yoga, donc pour la posture, l'équilibre, le tai chi, la danse. Donc, il y a plusieurs exercices comme ça ou activités physiques qui ont été montrés efficaces dans des études scientifiques au cours des dernières années. Et donc, mais on se rend compte que c'est probablement l'association de plusieurs types d'exercices physiques qui nous permettent d'aller chercher le bénéfice à différents points de vue. Le deuxième point de ma conférence, donc, c'est le lien entre la caféine et la maladie de Parkinson. Donc, il y a peut-être un certain effet de la caféine spécifique à la maladie de Parkinson. En fait, on sait que depuis plusieurs années, des études ont montré un lien entre le fait de boire régulièrement du café et une réduction du risque de développer la maladie de Parkinson. Donc, c'était des études épidémiologiques, des grandes études où on essayait simplement avec des questionnaires de voir les gens qui prennent du café et les gens qui n'en prennent pas. Bien, on se rend compte que les gens qui développent la maladie de Parkinson ont peut-être un plus grand risque. En fait, consommaient probablement moins de café et il y a peut-être un lien avec la caféine qui avait été montré là, depuis quelques années déjà. Tout récemment, en fait, il y a eu une nouvelle étude par une équipe montréalaise, Dr Postuma, qui a essayé d'évaluer l'effet de la caféine, en fait, sur la somnolence. On sait que dans la maladie de Parkinson, la somnolence est un problème très fréquent. Et ils se sont dit, donc, on va essayer de voir si la caféine, qui est un stimulant utilisé par la population en général, ce n'est pas un médicament. Donc, est-ce que le fait de boire du café pourrait améliorer la somnolence dans le jour chez des patients qui sont atteints de la maladie de Parkinson? Et en fait, ils ont également évalué l'effet de la caféine sur l'état moteur des gens dans leur étude. Et en fait, comme vous allez voir, ils se sont rendus compte que ça pouvait avoir un effet bénéfique sur les fonctions motrices, sur la motricité, sur la raideur, sur la lenteur des gestes. Donc, cette étude-là, en fait, comme je disais, donc c'était pour évaluer l'effet de la somnolence. Donc, c'était un groupe de 61 patients et il y avait un groupe qui prenait l'équivalent, en fait, de 2 à 4 tasses de café par jour. Donc, c'est quand même des bonnes quantités. Et un autre groupe qui ne prenait pas de café, en fait. Donc, il faut savoir que la caféine est retrouvée pas seulement dans le café, mais aussi dans le thé, dans les boissons gazeuses, dans certains autres aliments. Mais donc, dans cette étude-là, il essaie vraiment de comparer le fait de prendre de la caféine par rapport à pas de caféine. Et après 6 semaines, l'étude durait 6 semaines, ils n'ont pas vraiment noté de changement significatif sur la somnolence des patients. Mais par contre, ils voyaient que les gens qui avaient pris la caféine avaient moins de raideur, moins de lenteur des mouvements à l'examen physique. Et donc, ils se sont dit probablement qu'il y a même... Donc, on a vu que le fait de prendre la caféine à long terme pouvait peut-être prévenir le développement de la maladie, mais le fait de prendre du café quand on est atteint de maladie de Parkinson, on peut peut-être avoir un bénéfice supplémentaire. Donc, c'est sûr que c'était une petite étude, c'est une piste, si on veut, et donc, il y aura des études ultérieures sur des plus grands groupes pour essayer de voir si ça peut se confirmer, cet effet-là. Donc, pour l'instant, je pense que ce n'est pas nécessairement un traitement, on ne peut pas recommander spécifiquement ce traitement-là, mais c'est certainement quelque chose d'intéressant qui va demander de compléter des études à ce sujet-là.
Et en fait, quel pourrait être le lien entre l'effet de la caféine et la maladie de Parkinson? Bien, en fait, on sait qu'il y a certains récepteurs dans le cerveau où agit la caféine. C'est des récepteurs à adénosine. C'est la substance chimique qui agit au niveau du cerveau. Et cette molécule chimique-là, elle est impliquée dans le fonctionnement des noyaux gris centraux qui sont atteints dans la maladie de Parkinson. Et donc, il y a un lien, il y a quand même une relation intéressante à voir. Et de façon aussi concomitante, depuis quelques années, il y a eu des médicaments qui agissent justement sur ce récepteur-là dans le cerveau, qui a été étudié dans la maladie de Parkinson. Et donc, c'est possible que dans les prochaines années, il y ait des médicaments qui agissent spécifiquement sur ce récepteur-là dans le cerveau, qui pourraient être utilisés comme traitement de la maladie de Parkinson. Ça devrait venir au cours des prochaines années. Donc, le troisième thème, c'est sur le Parkinson et donc la stimulation cérébrale. Donc, OK. Donc, on sait, vous avez peut-être déjà entendu parler de la stimulation cérébrale profonde, qui est un traitement reconnu dans la maladie de Parkinson à des stades avancés, qui permet d'améliorer le contrôle moteur, les fluctuations de l'état moteur au cours de la journée, ainsi que les mouvements anormaux, les dyskinésies qui peuvent s'associer à la maladie de Parkinson. Et donc, c'était utilisé jusqu'à tout récemment à des stades plus avancés de la maladie. Il y a une nouvelle étude qui a montré que c'était possible on pourrait peut-être offrir ce traitement-là à des stades plus précoces de la maladie, alors que les médicaments commencent à moins bien fonctionner ou de façon moins soutenue. Mais donc, il y a une étude qui essaie de voir si, en opérant les gens un peu plus tôt, avant qu'il y ait un handicap plus important qui se soit associé, est-ce que, au niveau de la qualité de vie, est-ce qu'il pourrait y avoir un bénéfice? Donc, je vais vous présenter un peu cette technique-là de façon générale pour les gens qui connaîtraient peut-être pas ou qui n'auraient peut-être jamais entendu parler de cette technique-là. En fait, donc, c'est une intervention neurochirurgicale qui consiste à implanter des électrodes en profondeur dans le cerveau. Donc, vous pouvez voir ici sur le schéma, on insère ici des électrodes de chaque côté du cerveau en profondeur dans le cerveau pour atteindre des structures qui sont impliquées dans le Parkinson. Souvent, c'est le noyau qu'on appelle le noyau sous-thalamique, qui est en profondeur dans le cerveau. Et on sait que ce noyau-là est dysfonctionnel dans le Parkinson. Et donc, en mettant des électrodes, on peut donc relier par un câble sous la peau à un boîtier de stimulation. Donc, on peut délivrer en fait un courant électrique en continu au niveau des électrodes, au niveau de cette structure-là profonde du cerveau. Et on sait que ça peut améliorer l'état moteur des patients. Et donc, comme je le disais jusqu'à maintenant, c'était utilisé principalement pour des gens qui avaient une maladie avancée, mais qui répondaient moins bien aux médicaments, si on veut. Mais en fait, c'est surtout de façon moins soutenue. Parce que pour être candidat à cette intervention chirurgicale-là, il faut quand même bien répondre à la lévodopa, au cinémètre. Mais il faut, donc les critères actuels, avoir des complications motrices sévères. Donc, c'est-à-dire devoir prendre la médication très, très fréquemment, aux 2 heures, aux 3 heures, parce qu'on n'a pas une réponse soutenue ou que le médicament, parfois il fonctionne, parfois il ne fonctionne pas, ou avoir développé des mouvements involontaires très sévères, des dyskinésies. Et évidemment, il ne faut pas avoir, comme on intervient au niveau du cerveau, il ne faut pas avoir de troubles cognitifs ou psychiatriques sévères parce qu'on risque alors de décompenser la condition du patient. Mais, et donc, de façon générale, chez les gens qui ont une bonne réponse mais qui ont développé les complications motrices dont je parlais, ça peut permettre d'égaliser la réponse au cours de la journée, donc diminuer
les périodes où on est en blocage, en off, et diminuer également les mouvements anormaux, les dyskinésies. Donc, l'étude récente qui a été publiée récemment, donc ça s'appelait Early Stim, donc c'était une étude qui a été faite en France et en Allemagne. Et donc, leur but, c'était de voir si cette intervention chirurgicale-là ne pourrait pas être appliquée à des gens qui ont une maladie moins évoluée, donc peut-être avant que la sévérité de l'atteinte ait entraîné un handicap au niveau social, familial. Donc l'idée, c'est de voir est-ce qu'on pourrait améliorer la qualité de vie à des stades plus précoces, alors que les médicaments fonctionnent encore bien, mais qu'on commence à avoir un peu plus de difficultés quand même à gérer les symptômes moteurs de la maladie. Donc, c'était quand même sur un grand groupe de patients, 250 patients, qui étaient, bon, comme vous allez voir, qui étaient relativement jeunes, donc au moins de 60 ans, et qui avaient une maladie qui évoluait environ de 7 ans, et qui avaient développé les complications motrices depuis moins de 3 ans. Et donc, un groupe était opéré, recevait la stimulation, et un autre groupe était traité avec les médicaments. Et en fait, donc, c'était une étude qui durait 2 ans, donc une grosse étude. Et ce qu'ils ont observé, c'est qu'après 2 ans, donc, il y avait une amélioration de la qualité de vie chez les gens qui avaient été opérés par rapport à ceux qui étaient traités par les médicaments. Puis il y avait une amélioration d'environ 50% également des capacités motrices. Et les gens qui étaient traités sous médicaments étaient restés à peu près les mêmes. Il n'y avait pas noté vraiment d'amélioration. Et donc, on peut penser que cette intervention chirurgicale-là pourrait être offerte à des stades plus précoces de la maladie. C'est sûr que c'est une intervention chirurgicale au cerveau. On peut se poser la question, est-ce que c'est utile ou pertinent de faire ça chez tous les jeunes patients qui commencent? Donc, probablement pas, mais il y a peut-être une avenue de ce côté-là également. Donc, ça restera à voir. Mais l'idée, c'est si on a une maladie de Parkinson à un jeune âge et qu'on développe des complications liées à la médication de façon très précoce, bien, peut-être qu'il ne faut pas trop attendre avant de proposer ce genre de traitement-là. Mais ça reste à voir et c'est certainement pas un traitement appliqué à tout le monde non plus. Un mot sur la duodopa et le Parkinson. En fait, c'est un nouveau traitement qui devrait éventuellement être offert au Canada. Donc, c'est un gel de lévodopa. Donc, la lévodopa, c'est le médicament que les patients parkinsoniens prennent tous, le Sinemet, qui a été mis en gel et qu'on insère, en fait, on porte une pompe qui est reliée par un tube directement à travers la peau dans l'estomac et qui passe jusque dans la première portion de l'intestin. Et ce gel-là est délivré en continu dans le tube digestif pour permettre un taux continu de dopamine dans le système. Parce que, comme je vous ai dit un peu tout à l'heure, donc la lévodopa, qui demeure le traitement de choix dans la maladie de Parkinson, peut avoir, reste pas très longtemps dans le sang. Et au début de la maladie, le cerveau est capable de gérer la dopamine de façon adéquate. Mais quand la maladie évolue, en fait, le cerveau est plus capable de gérer la dopamine de la même façon. Ce qui fait qu'on prend le médicament, on a le bénéfice, puis au cours des heures qui suivent, on perd le bénéfice de la lévodopa. Donc, on doit reprendre plus souvent la lévodopa. Ce qui se fait qu'au début de la maladie, on peut prendre la médication 3 fois par jour et tout va bien. Mais dans les années qui suivent, on doit rapprocher les doses aux 5 heures, aux 4 heures, aux 3 heures, aux 2 heures. Il y a même des gens qui doivent prendre à toutes les heures la lévodopa. Et donc, le fait de donner la médication en continu, c'est sûr que par la bouche, c'est pas
pratique, ce n'est pas possible, mais chez certains patients, il pourrait peut-être y avoir un bénéfice à infuser la lévodopa directement dans le tube digestif pour permettre une stabilisation de l'état moteur, hein, moins de fluctuations, comme je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est un peu le même principe que la stimulation cérébrale profonde dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui essaie de mieux contrôler les symptômes de façon soutenue. Et donc, le duodopa, c'est une autre technique qui pourrait permettre de délivrer en continu la lévodopa, hein, ou améliorer les symptômes de façon plus soutenue. Ensuite, le 5e point de ma conférence, donc, c'est les thérapies futures dans la maladie de Parkinson. Donc, vous avez sûrement entendu parler de toutes ces techniques-là. Je vais essayer de vous les présenter un peu pour que vous compreniez mieux un peu qu'est-ce que ça veut dire, cellules souches, thérapie génique. Il y a différents traitements comme ça qui sont à l'étude et qui pourraient venir comme traitement de la maladie de Parkinson dans les années futures. Hein. Ce n'est pas encore des traitements approuvés. C'est vraiment des traitements qui sont à des stades très précoces d'études, mais dont vous entendez parler dans les journaux souvent. Donc, le premier traitement, la thérapie cellulaire, hein, donc la greffe de cellules ou les cellules souches. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est de prendre des cellules soit embryonnaires ou maintenant, on a aussi certains moyens de prendre des cellules adultes. Donc, ça peut même être les cellules de la personne atteinte qu'on travaille en laboratoire pour la transformer en fait en cellules à dopamine. Donc, on va créer des nouvelles cellules qui pourraient remplacer celles qui sont perdues dans la maladie de Parkinson. Et donc, on transforme ces cellules-là en laboratoire et on les insère, on les implante dans le cerveau du patient atteint. Et on espère que ces cellules-là vont remplacer la fonction de celles qui sont mortes. Donc, c'est sûr que il y avait déjà eu des études à ce sujet-là à la fin des années 90 qui avaient été publiées au début des années 2000, qui avaient montré certains résultats intéressants, mais il y avait eu des complications. Hein. Donc, il y avait certaines personnes qui développaient des mouvements involontaires en continu, comme si on n'avait pas réussi à bien contrôler le développement de ces nouvelles cellules-là, qui faisait que le cerveau fonctionnait de façon anarchique en continu. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, habituellement, les mouvements involontaires, hein, ils sont liés à la médication, mais chez ces gens-là, ces mouvements-là étaient devenus spontanés, comme si les cellules avaient fait des contacts un peu anormaux. Donc, il y a des nouvelles études qui sont en cours pour essayer de mieux comprendre ces mécanismes-là. Donc, éventuellement, il y aurait peut-être de nouvelles études pour ces greffes-là, mais pour l'instant, on n'est pas encore sûr de bien comprendre ou de bien contrôler le développement de ces cellules-là dans le cerveau des patients. Il y a aussi toujours la peur qu'il y ait des tumeurs, hein, que ces cellules-là se reproduisent et forment des tumeurs dans le cerveau. Et récemment, on a également vu que des gens chez qui la greffe avait fonctionné, en fait, et on avait pu analyser leur cerveau, en fait, on avait vu que les dépôts qu'on retrouve habituellement dans la maladie de Parkinson se retrouvaient dans les cellules de la greffe. Donc, c'est tout un nouveau champ d'études qui est en cours pour essayer de mieux comprendre comment on pourrait se servir de cette thérapie-là pour améliorer les symptômes de la maladie. Un autre point, c'est sûr que ces thérapies-là, jusqu'à maintenant, on espérait améliorer les symptômes moteurs de la maladie de Parkinson. Mais comme vous savez, ce n'est pas que les symptômes moteurs de la maladie qui sont importants.
Il y a aussi tout ce qui est non moteur, hein, les troubles cognitifs, les troubles de l'humeur, les troubles de sommeil. Donc, il y a d'autres symptômes, hein, qui affectent la vie des patients atteints de la maladie de Parkinson. Et jusqu'à maintenant, ces études-là ne ciblaient pas vraiment ces symptômes-là. Mais peut-être que si on développe certaines techniques qui fonctionnent bien, on pourra les appliquer de façon plus générale à plusieurs symptômes de la maladie. Mais donc ça reste à venir. Un autre type de thérapie, c'est ce qu'on appelle les thérapies géniques. Donc peut-être que vous avez lu sur ça un peu. Donc c'est le fait, en fait, d'insérer des gènes dans les cellules du cerveau des patients atteints de Parkinson. Et pour ce faire, on utilise un vecteur, c'est-à-dire un moyen. Le moyen qu'on a trouvé pour mettre le gène dans la cellule du cerveau, en fait, c'est d'utiliser des virus. Et parce qu'on sait que les virus peuvent entrer dans les cellules. Donc, c'est sûr que c'est des virus qui ne sont pas infectieux. Donc, on les désactive. On met les gènes qu'on veut mettre dans la cellule. Et donc, il y a des études intéressantes qui ont été faites à ce sujet-là. Il y a même des études chez des humains, hein, chez des patients atteints de Parkinson qui ont été faites au cours des dernières années, soit avec des facteurs de croissance. C'est en fait des molécules, hein, qui permettent de nourrir les cellules qui restent. Donc, on espère améliorer la fonction des cellules qui sont déjà là dans le cerveau et qui pourraient peut-être améliorer le fonctionnement des médicaments. Donc, c'est une façon d'améliorer le contrôle de la maladie. Donc, il y a différents types de molécules qu'on peut mettre dans différents gènes qu'on peut mettre dans ces cellules-là. Et donc, ça, c'est à l'étude aussi. Donc, ça, c'est la thérapie génique, mais ce n'est pas encore applicable dans la pratique courante. Puis, finalement, vous avez peut-être vu dans les journaux dernièrement, en fait, il y a un vaccin, en fait, qui est en développement en Autriche, à Vienne, pour un vaccin anti-Parkinson. Donc, ce vaccin-là, en fait, en quoi il consiste? En fait, c'est de faire produire des anticorps par la personne pour nettoyer le cerveau, en fait. Donc, dans la maladie de Parkinson, il y a des dépôts de protéines anormales, hein, qu'on appelle alpha-synucléines, qui se déposent dans le cerveau, dans les cellules, et qui perturbent la fonction des différentes noyaux, hein, qui sont impliqués dans la maladie de Parkinson. Et en produisant des anticorps, hein, qui vont aller s'attaquer à ces protéines-là, on espère pouvoir nettoyer le cerveau de ces dépôts pathologiques anormaux dans le cerveau des patients atteints de la maladie de Parkinson. Donc, c'est une étude qui c'est la première étude de ce type-là qui est faite dans le Parkinson. C'est sûr que c'est vraiment embryonnaire, hein. C'est un tout début. Et il faut d'abord s'assurer de la sécurité de la procédure. Parce qu'en fait, on espère que les anticorps vont nettoyer les cellules, mais on espère également que ça ne produira pas une réaction inflammatoire importante au cerveau. Donc, il y a peut-être quelque chose d'intéressant de ce côté-là, mais ce n'est pas pour tout de suite. Mais donc, c'est quand même une nouvelle avenue dans le traitement possible de la maladie de Parkinson. Donc, je suis déjà rendu à ma conclusion. Donc, les points importants, hein, qu'on a parlé aujourd'hui lors de la conférence. Donc, l'importance de l'exercice physique, qu'on peut maintenant considérer comme une partie intégrante du traitement de la maladie de Parkinson, donc à tous les stades de la maladie. Il y a des gens qui considèrent que c'est comme un médicament, en fait, hein? Donc, il faut vraiment voir ça comme un complément très important dans le traitement des symptômes de la maladie de Parkinson. On a également vu que la caféine pouvait améliorer les symptômes moteurs de la maladie de Parkinson. Donc, on débute les études à ce sujet-là, mais c'est quelque chose qui, probablement, au cours des prochaines années, on aura des meilleures réponses.
On a également vu que la stimulation cérébrale profonde pouvait améliorer la qualité de vie des patients atteints de la maladie de Parkinson à des stades peut-être un peu plus précoces qu'auparavant. Donc, c'est sûr qu'il faut voir est-ce que ça sera applicable ou non, mais donc, il y a peut-être quelque chose d'intéressant de ce côté-là à considérer. Puis finalement, on a également vu les traitements futurs. Donc, on a parlé des cellules souches, la thérapie cellulaire, la thérapie génique, mettre des gènes dans les cellules du cerveau pour améliorer la fonction du cerveau. Puis, on a également parlé du vaccin qui est en développement et qui devrait, en tout cas, on aura peut-être des données intéressantes à ce sujet-là au cours des prochaines années. Et en terminant, donc, je voulais vous remercier de vous être présenté pour cette conférence et j'en profitais pour vous inviter au 3e congrès international sur la maladie de Parkinson, donc le World Parkinson Congress, qui va avoir lieu à Montréal cette année à l'automne, du 1er au 4 octobre 2013 au Palais des Congrès. Et donc, c'est un congrès international qui est très intéressant parce qu'il s'adresse en fait pas seulement aux chercheurs et aux médecins, mais également à toute l'équipe paramédicale, aux infirmières, aux physiothérapeutes, ergothérapeutes, impliqués dans le traitement des gens qui sont atteints de la maladie de Parkinson, mais également aux patients atteints de la maladie de Parkinson et leurs familles. Donc, c'est vraiment un congrès unique qui permet de regrouper tous les gens qui sont impliqués dans à vaincre la maladie de Parkinson. Donc, c'est vraiment très intéressant et je vous intéresse à vous inscrire et à vous présenter. On a la chance que ça se fasse à Montréal cette année. Et voilà, je vous remercie. Alors, bonjour tout le monde, je suis Dr Christiane Lepage, je suis omnipraticienne et je travaille à l'unité des troubles du mouvement. Je suis responsable d'une équipe interdisciplinaire qui s'appelle le Centre d'évaluation Renata Ornstein. Nous avons quelques collègues avec nous. Alors, on s'occupe principalement d'aider les patients parkinsoniens en perte d'autonomie. On fait des évaluations interdisciplinaires et puis on s'occupe autant pour la mobilité là, que la perte d'autonomie, mais aussi beaucoup pour les symptômes non moteurs. Dr Jodoin l'a mentionné tout à l'heure, la maladie de Parkinson, les syndromes parkinsoniens peuvent s'accompagner de plein de problèmes comme les atteintes cognitives, des problèmes de chute de pression, de constipation, des problèmes même urinaires. Alors, c'est un ensemble de symptômes qui sont assez particuliers dans la maladie de Parkinson et on s'occupe de ça en collaboration avec les neurologues là, de l'unité des troubles du mouvement. Alors, voilà. Je laisse la parole à Élise. Voilà. Donc, merci, Dr Lepage. Donc, Élise Prudhomme-Lafleur-Prudhomme, qui est notre physiothérapeute en chef. Bonjour. Donc, je ne suis pas en chef, là, j'ai une collègue qui est avec moi, mais c'est pas très grave. Oui, c'est ça. Donc, nous, en physiothérapie, notre rôle, là, c'est beaucoup au niveau, évidemment, de la mobilité. Donc, on va travailler la marche, l'évaluation de l'équilibre, la prévention des chutes, en collaboration avec ma collègue ergothérapeute. Puis aussi, là, ce qu'on essaie de faire beaucoup, c'est aider les personnes atteintes de la maladie de Parkinson à rester actifs, à trouver des activités physiques qui leur conviennent là, pour pouvoir, comme Dr Jodoin mentionnait tantôt, rester actifs, faire de l'activité physique malgré la maladie. Merci. Merci, Élise. Donc, Christine Legault, elle est ergothérapeute. Elle va vous dire un peu ce qu'elle fait. Alors, bonjour tout le monde. Mon travail, c'est un petit peu pour compléter ou travailler avec la physiothérapeute. Donc, la physio va travailler beaucoup avec ce qui touche la marche, l'endurance à l'effort, la mobilité. Moi, je vais m'occuper de
le reste des activités qu'on fait dans une même journée. Et je vais regarder aussi autant au niveau moteur, les difficultés physiques que les gens peuvent avoir, mais aussi les difficultés au niveau cognitif. Les problèmes de mémoire, de l'attention, qui font que des fois, la réalisation de nos activités deviennent un petit peu plus difficiles. Je vais aborder aussi soit des techniques qui peuvent être utilisées pour faciliter la réalisation des activités, mais aussi les équipements qui peuvent être mis en place, qui vont assurer l'autonomie, mais aussi la sécurité. Puis la sécurité de la personne qui est atteinte de la maladie de Parkinson, mais aussi de la personne qui doit l'aider de temps en temps. Puis on fait aussi des liens avec les organismes à l'extérieur s'il y a des programmes gouvernementaux qui existent pour permettre l'accessibilité aux ressources qui sont présentes dans la communauté. Merci. Merci, Christine. Donc, il y a d'autres membres de l'unité là, qui malheureusement ne pouvaient pas être ici parmi nous. On a une infirmière, nutritionniste, travailleuse sociale, orthophoniste, bien entendu. On a plusieurs autres collègues neurologues. Donc, mais on a un très bel échantillon ici ce matin. Donc, j'aimerais savoir si il y a des questions là, qui vous brûlent. Oui. À quel endroit peut-on rencontrer ces gens-là? À quel endroit peut-on rencontrer ces gens-là? Donc, ces gens-là travaillent tous à l'unité des troubles du mouvement du CHUM, qui est située à l'hôpital Notre-Dame. Donc, grosso modo, ce que ça prend, c'est il faut être vu, en fait, par l'équipe des troubles du mouvement du CHUM pour avoir accès à leur expertise. Donc, si le médecin est à l'hôpital Notre-Dame, c'est facile d'avoir... Exactement. Donc, ça prend une référence, si vous voulez, de votre médecin pour être vu chez nous. Vous pouvez lui faire penser à... Des questions? Oui? C'est pas là, mais je suis sûre que vous pouvez répondre quand même. Est-ce qu'il y a un régime alimentaire particulier chez les enfants enseignants? Est-ce qu'il y a des vitamines qui seraient trop ou meilleures? Donc, je vais répéter la question. C'est la question en rapport à la nutrition dans le Parkinson. Donc, est-ce qu'il y a des aliments qu'on devrait prendre? Est-ce qu'il y en a qu'on devrait éviter pour améliorer notre bien-être? Et peut-être aussi, on peut parler aussi de la relation entre la nutrition et la médication. Je demanderais peut-être à Dr. Lepage de venir nous dire un mot là-dessus. Alors, il y a quelque chose qui est très important au niveau de l'alimentation. C'est important, évidemment, d'avoir une alimentation qui est équilibrée, d'avoir une alimentation là, avec un bon apport énergétique. Mais ce qui est recommandé souvent, c'est d'essayer d'éviter de prendre la médication en même temps qu'on va prendre des protéines. Parce qu'on sait que, en fait, la médication, le lévocarbidopa, là, qui est finalement un petit peu la pierre angulaire, la médication la plus importante là, chez les patients parkinsoniens, est moins bien absorbée quand on la prend directement avec des protéines. Des fois, on a des patients qui sont très fiers de nous dire, ben je prends mon cinémette avec du yogourt. Ben c'est pas l'idéal à ce moment-là. C'est important de prendre des protéines, mais il faut que ça soit décalé, idéalement, par rapport à la prise de la médication. Ça n'a pas besoin d'être décalé énormément. Là. Bon, c'est sûr que si on le prend une demi-heure avant ou une demi-heure après, il n'y a pas de problème. Mais il faut éviter finalement là, que la médication soit prise en même temps que les protéines. C'est un des messages souvent qu'on va donner aux patients parce que si la médication fonctionne plus ou moins bien, il faut s'assurer dans le fond qu'elle soit bien absorbée puis pas prendre des médicaments sans que l'efficacité soit maximale. Autrement, c'est une alimentation qui est bien équilibrée et qui est assez riche au niveau énergétique. Parce que, bon, surtout quand on a des fluctuations, on commence à avoir plus de dépenses énergétiques en relation avec surtout la dyskinésie, donc c'est important. Et ce qui est recommandé aussi, parce que les patients parkinsoniens ont malheureusement un petit peu plus d'ostéoporose que les patients même de même âge, ce qui fait qu'on recommande toujours qu'il y ait un bon apport en calcium, vitamine D, pour les patients parce qu'évidemment, ils sont plus à risque de chute, donc éventuellement de fracture.
Mais ce qui est important, c'est de conserver le plaisir aussi. Il faut pas qu'il y ait trop de restrictions, là. Il y en a déjà assez avec la maladie, alors je pense que c'est important d'avoir aussi du plaisir avec notre alimentation. Est-ce que la vitamine D, on dit pour le système nerveux, est-ce que ça pourrait être ça? Est-ce que la vitamine B pourrait être le complexe B? On sait que il y a encore là, il y a une prévalence un peu plus importante de déficit en vitamines, particulièrement en vitamine B12 chez les patients parkinsoniens. Alors, c'est pas mauvais que le dosage soit fait et éventuellement que ça soit même suppléé là, de façon plus importante, là, vraiment, là, avec les dosages qu'on utilise d'habitude là, quand on a besoin de suppléer les patients en vitamine B12. Sinon, je ne sais pas, dans les autres vitamines, c'est pas mal ça. Vous avez parlé du calcium. Oui. Est-ce qu'elle peut prendre son médicament en même temps que le calcium ou vraiment c'est avec ça qu'on a l'habitude? Oui, alors je répète la question. Est-ce qu'on peut prendre le calcium en même temps que le cinémètre? Il y a une petite interaction, si ma mémoire est bonne, entre le calcium et le cinémètre. Mais le calcium, dans le fond, on peut prendre 1 ou 2 fois par jour, donc c'est quand même pas si compliqué que ça. Votre calcium... Oui, c'est ça. Vous pouvez le prendre en mangeant, là. Ça ne pose pas de problème. C'est pas pire que de prendre un verre de lait, là. C'est ça. S'il y a du fromage, de calcium, si on prend des produits, les produits avec du calcium, c'est souvent des produits laitiers. Oui. Fromage, les œufs, Donc, mettons, pour vous donner un exemple, si vous devez prendre votre cinémètre là, autour de l'heure du midi, ben c'est mieux de le prendre comme un petit peu, disons, de ne pas manger directement là, à midi tapant. C'est mieux de manger à midi et demi. Mais si vous avez du calcium à prendre, ben à ce moment-là, vous le prenez au moment du repas. Les médicaments peuvent être pris parce que, ça c'est important de le dire, là, c'est que si on a de la difficulté à avaler, ça arrive des fois qu'on a de la difficulté à avaler les médicaments, puis on dit, ben prenez-les avec quelque chose, mais ce quelque chose-là, idéalement, il faut que ça soit de la purée de fruits, comme de la purée de pommes ou de n'importe quelle purée, là, dans le fond, parce qu'à ce moment-là, ça facilite la déglutition. Et comme ce sont des fruits, ça ne contient pas de protéines, donc il n'y a pas d'interaction. Alors, on prend le médicament avec sa purée de fruits, puis après ça, on prend de l'eau pour que le médicament aille le plus loin possible. Là, comme Dr Jourdouin expliquait avec le duodopol, l'absorption du cinémètre, c'est pas dans l'estomac, c'est un petit peu plus loin. Alors, il faut l'aider à aller au bon endroit. Il y a une question juste derrière. Par rapport à avaler, des fois c'est difficile, les médicaments. Moi, ma grand-mère, elle a toujours de la difficulté à avaler sa salive, elle s'étouffe souvent. Oui, c'est une très bonne question. Alors oui, et je la répète, excusez, je n'ai pas le réflexe. Alors, Madame évoque un problème qu'on rencontre malheureusement souvent chez les patients parkinsoniens, souvent les patients parkinsoniens qui ont une maladie qui est quand même assez évoluée. Alors, ce problème, ça s'appelle, dans notre jargon, là, de la dysphagie. Donc, c'est des difficultés de déglutition. Souvent, ça va se manifester avec des aliments solides, dont les comprimés, évidemment, là, qui sont quand même assez difficiles. Souvent, ce qu'on appelle les textures mixtes, là, la texture mixte là, la plus facile à comprendre, c'est la soupe aux légumes. Hein? Alors, vous avez du liquide, puis vous avez des petits morceaux. Alors, ça fait 2 consistances différentes. Et même à la longue, on peut avoir de la difficulté avec notre salive. C'est un problème qui vient en lien avec la maladie de Parkinson. C'est sûr qu'idéalement, il faut avoir un bon ajustement de la médication parce qu'on sait qu'aussi, quand on est dans une période off, là, où est-ce que la médication n'est pas efficace, on a plus de difficultés avec notre déglutition. Mais indépendamment de ça, on peut en avoir. Et c'est important que ça soit évalué. Il y a des spécialistes qui évaluent ça. Dépendamment des milieux, c'est des orthophonistes, des nutritionnistes. Il y a un examen qui peut être passé pour évaluer la déglutition. C'est important parce qu'on peut donner des conseils, on peut faire des conseils au niveau du positionnement. Bon, peut-être que Christine pourrait en parler aussi. Là. Hein?
Oui, je vais juste finir avec ça. Donc, les conseils, Christine va vous en glisser un mot, mais je voulais compléter en disant que c'est important de l'évaluer parce que ça peut favoriser ce qu'on appelle des pneumonies d'aspiration, qui sont des maladies quand même qui sont assez importantes et invalidantes, là, surtout chez une clientèle qui est déjà un petit peu fragile. Alors, je vais laisser la parole à Christine. C'est une dernière question. L'hydratation, est-ce que c'est important de boire comme un litre d'eau par jour? C'est très important pour deux raisons. D'abord, ça aide pour la médication. Là, évidemment, quand on prend sa pilule, il ne faut pas prendre un petit verre d'eau de rien du tout. Il faut prendre un bon grand verre d'eau. Ça aide à amener la médication au bon endroit, comme j'expliquais tout à l'heure. L'autre chose c'est qu'évidemment, les patients parkinsoniens sont constipés et on sait que l'hydratation aide à la constipation. Pour gérer oui. Ben, le plus que vous pouvez, là, mais c'est sûr qu'il faut, à un moment donné, il faut faire attention, puisque là, on se lève tout le temps la nuit pour aller faire pipi. Si on prend trop d'eau, là, surtout après la période du souper. Là. Mais si on boit du déjeuner jusqu'au souper, là, une bonne quantité, là, ça aide. Alors, juste pour donner un petit peu plus d'informations concernant les gens qui s'étouffent, c'est sûr, comme le docteur Lepage disait, c'est important que ça soit évalué. Parce que, s'il y a un ajustement de médication qui doit être fait, mais aussi, à Notre-Dame, c'est l'orthophoniste qui fait ça pour savoir exactement c'est quoi la raison. Parce que ça peut se produire à plusieurs endroits, dans la bouche ou dans la gorge, le fait qu'on s'étouffe. Une fois que c'est évalué, là, on peut plus intervenir de façon correcte. Par contre, il y a des techniques un petit peu de prévention. Ce qu'il faut se dire, c'est que souvent, quand on s'étouffe, c'est parce que la personne n'a pas le temps d'avaler puis de fermer le petit clapet là, qui mène là, au tuyau qui se rend au poumon, finalement. OK? C'est un petit peu plus lent. Donc, pour ralentir la progression, souvent, ça va être avec la salive et les liquides. Ce qu'on considère, ce qu'on recommande souvent aux gens, c'est d'être assis le plus droit possible. OK? C'est sûr que si on est là, toujours là, couché, incliné, bien, la salive va couler là, de façon là, régulière dans le fond de la gorge et la personne n'aura pas nécessairement le temps de la gérer dans sa bouche pour pouvoir avaler au bon moment. La nuit même, des fois, on va dire aux gens, si c'est possible, s'il n'y a pas de problème, de monter un petit peu, là, de mettre des oreillers pour pas que la personne elle soit couchée là, complètement sur le dos. Ou de la coucher sur le côté aussi, pour comme ça, la salive va couler à l'extérieur de la bouche, mais pas dans le fond de la gorge.